comment faire du profit dans ta ferme sans trop travailler ni trop dépenser? C'est une question ouverte là que je pose, hein, parce que je me rends compte que beaucoup se lancent ou beaucoup aimeraient même se lancer dans le secteur agro-pastoral, mais c'est des questions que beaucoup prennent à la légère. Beaucoup vont se lancer de façon idyllique comme ça, sans tenir compte du coût de production. Certains pensent qu'aller se lancer dans le secteur agricole, comme j'entends des fois, ben on a besoin de mécanisation. Beaucoup mettent la question pénibilité en avant. On a besoin de la mécanisation parce que l'agriculture est pénible. Et laisse en arrière-plan la profitabilité. L'aspect, rentabilité, on ne tient pas compte. Certains vont aussi vers certaines spéculations de coût cycle. Ah, on aimerait faire cette culture parce que c'est une culture de coût cycle. Parce que ça gagne l'argent rapidement. Mais derrière aussi, on ne tient pas en compte le coût de production, on ne tient pas en compte aussi la faisabilité. Et derrière, c'est la cata. Donc moi, je voudrais qu'on parle justement de ce sujet-là. C'est pour ça que tu m'entends généralement te dire, parler ici de coût de production. C'est pour ça que je mets l'accent sur certaines spéculations. Je dis attention pour certaines spéculations. C'est pour ça que je prends assez de temps pour vous parler de beaucoup de contingences. Comme c'est beaucoup de contingents mis bout en bout comme ça, qui permettent la rentabilité ou la productivité, ou qui te permettent aussi en même temps même d'échouer ta production. Donc avant de aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si je me découpe la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de business, on parle de mindset, on parle de finances. On parle ici de comment tu peux aller te lancer, soit en business, soit en agriculture, sur des cultures rentables. On parle ici de comment gagner de l'argent de façon pensée et du gros argent. Donc je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en vendant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne pour t'aider. Donc je viens aussi te permettre ici, comme je dis sur YouTube, c'est de venir promouvoir l'écriture du terroir. Moi-même, je suis producteur du palmier à huile, du Njangsa, du Bitako, de la culture du poivrier. L'idée est ici, enfin, de créer une marque et de mettre sur la place des marchés. Si tu es aussi intéressé par ces cultures-là, tu regardes sous la barre de description, tu as des formations qui sont disponibles pour toi. C'est des cultures, comme je dis, à haute valeur ajoutée, qui te donnent comme ça des rentes à vie. Et c'est vers ces cultures qu'on se doit d'aller, afin de pouvoir bâtir des richesses générationnelles. Donc, comme je dis, regarde sous la barre de description de cette vidéo. Quand je dis barre de description, c'est regarde sous la barre des commentaires. Tu as des formations qui sont là. Prends ces formations et crée ta richesse. Tu n'aimerais pas donner une vie décente à ta famille. Tu n'aimerais pas payer les études de qualité pour tes enfants. Tu n'aimerais pas comme ça gâter ta famille. Quand je parle ici de ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Tu n'aimerais pas avoir une belle lifestyle. Tu n'aimerais pas construire la maison de tes rêves. Tu n'aimerais pas voyager. Oui, l'ensemble de ces cultures-là te permettent de le faire. Quand on voit comment l'économie est aujourd'hui, t'es que moribonde. Quand on voit comment le monde du travail est aujourd'hui, t'es que incertain. Aller t'entreprendre sur les cultures que je partage là, te laisse dans une prospérité à vie. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je t'en de dire ici que comment faire ou comment lancer une ferme profitable. Est-ce que c'est possible de lancer une ferme profitable? Oui, je dis c'est possible de lancer une ferme profitable si on a des connaissances, si on implémente des stratégies, si on a un système. C'est pour ça que c'est important de se former. Parce que je me rends compte que la plupart des personnes qui vont se lancer dans le secteur agricole ne sont pas formées. On a beaucoup de promoteurs, beaucoup qui vont par rapport à la part des grains. Je dis ce n'est pas mauvais d'aller se lancer dans ce secteur-là. Mais je dis avant de se lancer, il faut un minimum de connaissances. Il faut se former. C'est aberrant de voir des personnes comme ça qui prennent toutes leurs économies, qui prennent des millions, des centaines de millions, et qui vont les hypothéquer. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pensé avant d'aller me lancer. Je me suis lancé dans le secteur agricole, pourquoi? Parce que c'est un secteur que je comprends.
Depuis la petite enfance, je suis dans le secteur agricole. Donc, toutes les cultures vivrières, toutes les cultures de rente, c'est des cultures que je maîtrise. La pénibilité, je connais, j'ai travaillé longtemps avec la houe. Lorsque vous voyez même mes paumes de main, vous voyez encore les traces depuis la petite enfance. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup, lorsqu'on parle d'agriculture, dans la communauté, je ne dis pas, quand je dis communauté, ce n'est pas dans l'arrière-pays les paysans, hein, mais c'est beaucoup plus la classe moyenne ou l'élite. L'élite va toujours dire, ben, notre agriculture est pénible, est en retard parce qu'on n'est pas mécanisé, parce qu'on travaille encore avec la houe, parce qu'on travaille sur les petites surfaces. C'est pour ça qu'on n'est pas rentable. Donc tu vois que ça part déjà avec des idées comme ça, très biaisées, parce qu'on entend ça où? Ben, c'est la propagande que d'autres, c'est-à-dire que les économies, avancent. Donc si tu n'es pas, c'est-à-dire assez outillé, assez formé, assez renseigné, tu vas dire, ben, moi, avant d'aller me lancer dans cette agricole, il me faut un mécanisme, il faut que j'ai mon tracteur. Mais tu ne prends pas en compte le coût du tracteur. Non, je n'ai pas envie d'aller parce que c'est pénible de travailler avec la houe, c'est pénible de travailler la matière. Non. Moi, j'ai fait tout ça. Mais ce qui m'amène à aller vers le secteur agricole, c'est parce que c'est un secteur qui est hautement rentable. Aujourd'hui, en Afrique, nous ne mourrons pas de faim. Pour ceux qui disent que non, l'agriculture, les gens meurent de faim, nous sommes bientôt 1,5 milliard. Donc il faut aller produire sur les grosses superficies, il faut mécaniser. Je dis, on ne meurt pas de faim en Afrique. On ne meurt pas de faim. Tout au contraire, le problème chez nous, c'est qu'on produit, ce n'est pas une question de productivité, on produit assez, mais c'est que nous ne savons pas conserver. On ne transforme pas. Et ce que nous produisons, c'est-à-dire que tous au même moment, pendant la saison des pluies, et on récolte au même moment, on achemine sur les marchés en même temps. Et ça fait qu'il y a comme ça abondance de cultures. Et comme c'est la plupart des cultures, les cultures sont les cultures périssables. Donc, c'est des cultures qui vont se gâter sur les marchés. Comme c'est là en abondant, l'offre, tu vois, l'offre va dépasser la demande. Et on prend à vil prix. Des fois, comme on n'a pas des problèmes aussi d'infrastructure, des mauvaises routes, on a des camions comme ça qui, à chaque fois, se renversent parce qu'en saison pluvieuse, les camions tombent, les vivres périssent. Le problème aussi de la production, des sites de production. On a des sites de production qui sont de plus en plus loin des marchés. Certains sont à 100 km, 200 km, 300 km. Tu vois que c'est pénible. Ça augmente le coût de production. Les camions, que des fois, ne pénètrent pas les champs. L'accessibilité aux plantations sont difficiles. Donc, il y a comme ça énormément de contingences. Donc, c'est là-dessus qu'on se doit de travailler. Il y a un problème du coût des semences. Donc, si on va bien suivre, vous allez entendre que non, il faut aller produire on se doit d'aller produire les céréales parce que les céréales entrent en production au bout de 3 mois. Mais le problème ici, c'est que si tu ne comprends pas les enjeux des semences, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une guerre sur les semences. À combien ça va te coûter les semences? Ben, les semences aujourd'hui sont la paternité des grands groupes agro-industriels qui derrière ils ont breveté. Parce qu'on va venir te dire que cette semence est résistante au soleil, résistante aux intempéries, résistante à certains champignons. On te vend la semence très chère. Et c'est une politique pour venir même appauvrir les paysans. Parce que ces semences-là ne sont même pas avérées quand on te dit que ça a un bon rendement. Non, ce n'est pas vrai. Ça vient même encore tuer ton sol. Et derrière, quand tu vas aller produire, c'est des semences qui ne sont pas reconductibles. On a vu des conséquences en Inde. En Inde, ça a appauvri les paysans. Et c'est des personnes que vous connaissez très bien, qui ont pignon sur rue, qui ont très bonne presse, qui ont des fondations. C'est notre tonton qui fabrique les logiciels d'ordinateur. Mais aujourd'hui, en Inde, les personnes en ont grata. Et voilà comment on vient appauvrir une classe. Donc voilà comment moi j'ai pensé, avant d'aller faire mon modèle d'agriculture. Je te parle d'agriculture, je te parle aussi d'élevage. C'est le même système. Comment tu fais pour réduire le coût? Parce que le rôle du producteur, c'est de réduire le coût au maximum. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle,
l'agriculture dite moderne, ça a énormément de coûts. Le coût sur l'énergie énergétique. Je parle des semences. Je te parle des engrais. Les engrais, ça coûte de plus en plus cher. Je te parle de la chimie. Tout ce qui est insecticides, pesticides, nématicides, fongicides, raticides. Tout ce qui touche les systèmes d'irrigation. C'est des coûts énormes. Je te parle du pétrole. Je te parle de la mécanisation. Un tracteur, ça coûte dans les... Allez, au bas mot au pays, là, tu n'es que 60 millions. Mais tu as des tracteurs ici à 100 000 euros, à 200 000 euros, à 300 000 euros. Il te faut la moissonneuse batteuse. Il te faut les accessoires. Ici, en Occident, ils ne commencent pas avec moins d'1 million d'euros. Mais comment tu fais pour réduire ton coût dans tout ça? Ceux qui vont aller faire l'élevage de poulets, de chiens, c'est pareil aussi. Beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que le coût de production est élevé. Le coût de l'alimentation, ils ne contrôlent pas les aliments. Quand je parle ici aliments, maïs, soja, blé, tournesol, les sels minéraux, tout est importé de l'extérieur. Le coût fluctue à chaque fois. Comment tu fais pour réduire? Moi, comment tu fais donc pour réduire le coût de production? Tu n'es pas au contrôle. Tu ne peux non plus acheter que le maïs des tonnes, parce que si tu stockes aussi le maïs est périssable. Lorsque le maïs est stocké, ça perd en valeur nutritionnelle. Donc l'idée est ici que pour que ce soit rentable, il faudrait que tu produises ton maïs, que tu produises ton soja, que tu aies même une provenderie, que tu achètes des machines. Donc tu vois, c'est comme, quand tu penses, c'est comme ça que tu essaies de faire pour pouvoir réduire le coût. Mais tu amortis tout ça quand tu as construit les bâtiments. C'est ça mes propos en fait. Hein. Quand tu as construit un bâtiment, tu as plus de 10 millions, 20 millions. Comment tu fais pour pouvoir réduire le coût de production? Donc, c'est comme ça que tu dois le penser. Derrière, comment tu fais pour trouver le marché? Parce que l'idée est ici que c'est d'éviter d'avoir les intermédiaires. Parce que lorsque tu as fait tout ça, tu as construit les bâtiments, tu as payé les médicaments, les vaccins, la prophylaxie, payé les ouvriers qui vont travailler. Derrière, tu n'as pas le marché, tu n'as pas le contrôle sur le marché. Donc, pour pouvoir réduire ton coût de production, il faudrait que tu contrôles, c'est-à-dire que le gain, tu contrôles le marché. Que tu ne laisses pas d'intermédiaire. Donc, ça va te demander de mettre des systèmes en place où soit toi-même, tu vas commencer à tuer tes poulets pour pouvoir les écouler. Ou soit que tu vas pouvoir avoir des points de vente où tu mets toi-même dans le panier d'aménagère. Donc, ça va te demander ici, tu vois, j'ai demandé de pouvoir avoir une ferme profitable où tu vas travailler où le travail ne sera pas dur. Donc, c'est de penser que lorsque tu mets de la mécanisation, lorsque tu achètes des machines, il faudrait que ces machines-là, que tu puisses les amortir. Donc, pour pouvoir les amortir, il va falloir que tu mettes un système où c'est toi qui contrôles le game. Parce qu'à partir du moment où tu laisses un intermédiaire, tu vois que l'intermédiaire vient court-circuiter tes bénéfices. Parce que si lui, il vient acheter, admettons, à 2000 francs, et que lui, il met 5% lorsqu'il va les vendre, ben, c'est lui qui est gagnant. Lui, il n'a rien fait. Toi, tu as tout fait. Et lui, il vient, il met 5% sur ses marges et il gagne le jackpot. Il gagne 5% sur toi. Donc, l'effort que tu dois faire lorsque tu fais l'élevage, c'est de ne pas avoir d'intermédiaire, de suivre toutes les chaînes. Moi, c'est comme ça que je fais, c'est-à-dire qu'en allant me lancer dans le secteur agricole. Parce que j'ai pensé à tous ces contingences là où j'ai vu comment nous avons travaillé, j'ai vu comment nos grands-parents ont travaillé, j'ai vu comment les parents ont travaillé dans le secteur agricole. On les a envoyés aller faire le cacao, le café. Pas que le cacao et le café sont des cultures qui ne sont pas bons, non. Mais on les a envoyés en allant uniquement se servir d'eux. Parce que si on les avait permis de se former sur le domaine de la transformation, si on les avait mis des moyens logistiques de pouvoir transformer eux-mêmes leurs fèves de cacao ou transformer eux-mêmes leurs fèves de café, c'est des multimilliardaires. Parce que le cacao, c'est important. Le café, c'est important. Vous n'avez qu'à voir ici en Occident. Comment que la manne, c'est les Occidentaux qui ont toute la manne. Alors que la transformation, c'est quoi? C'est la torréfaction. Torréfaction de café. On broie. Nous-mêmes, on peut faire des recettes. Torréfaction de cacao, on broie. Aujourd'hui, nous avons des experts
expert en chocolat. On peut dire que faire plusieurs produits dérivés. Donc, ça demande ici un peu de bonne volonté. Mais vous voyez que là-dessus, on n'a pas voulu qu'on bénéficie de la manne. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé pour aller faire dans la culture du palmier à huile. La culture du palmier à huile, pourquoi? Parce que le palmier à huile, c'est une culture du terroir. C'est une plante originaire du golfe de Guinée. Donc, c'est originaire d'Afrique. Les semences, nous les avons. L'expertise, nous l'avons. Le savoir-faire, nous avons. Mais nous sommes déficitaires chaque année de plus de 250 000 tonnes. Lorsque tu récoltes les graines de palme, lorsque tu as produit, ça entre en production au bout de 3 ans. Lorsque tu commences à récolter, tu peux toi-même transformer tes graines de palme. La transformation peut être artisanale, donc on a l'expertise sur la transformation. Tu vois que tu n'as pas le chantage, que la culture, tu n'as pas la technicité, il faut vendre. Tu peux vendre aussi aux huileries. Moi, il m'arrive de vendre aux huileries. Mais quand je vois que le prix de l'huile sur le marché est élevé, je ne vends pas l'huilerie Socapal. Moi-même, je transforme mon huile. Pourquoi je me suis lancé dans la culture du palmier? Parce que le palmier à huile, c'est une culture qui est bénie de Dieu. Il y a plusieurs dérivés. Tu as l'huile de palme, tu as l'huile de palmiste, tu as les touteux de palmiste, tu as les touteux de palmiste aussi, tu as la coque de palmiste que tu peux vendre. Tu vois que tu as comme ça 4 produits. Voilà comment que tu peux faire énormément de profit. Derrière, si tu veux donc faire plus de profit, c'est pour ça que j'ai pensé passer la phase de transformation, où nous avons mis une unité de transformation. Tu vois, lorsque je vends les régimes frais à l'huilerie Socapal, je ne bénéficie pas des 4 produits. Je bénéficie uniquement de la vente. Oui, les prix sont intéressants lorsque je vends, mais je peux encore faire beaucoup plus de profit en apportant de la plus-value, en créant une unité de transformation. Tu vois que j'ai 4 produits dérivés. Voilà comment je multiplie mes sources de revenus et voilà comment je gagne énormément d'argent. J'ai fait pareil avec la culture du poivre. Le poivre, c'est l'une des épices, c'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la 3e culture la plus chère au monde. On est très peu comme ça à produire cette épice. Ça ne pousse pas dans les tropiques. Et le poivre, c'est l'une des cultures où ce n'est pas mécanisé. Tout comme le palmier à huile, il n'y a pas de mécanisation en plantation. Donc tu vois, ça réduit ton coût de production. Le palmier à huile, c'est une culture qui est rustique. Ça ne demande pas des produits chimiques. Une fois c'est levé, c'est levé. C'est que tu viens faire, tu fais le désherbage. Et c'est tout, c'est rustique. Donc le coût de production est moindre. Même sur le plan de la transformation, ça ne demande pas énormément d'expertise ou de produits. Non. Et que tu rentres dans tes frais. Le poivre aussi, pareil, c'est une culture qui est manuelle. Tu n'as pas besoin d'aller sur les grosses superficies. Sur 1 hectare, tu brasses comme ça 120 000, tu brasses des millions. Si tu mets 2 hectares, tu peux devenir multimilliardaire. Donc tu vois que ici, ce n'est pas la superficie qui compte. C'est le choix de la culture, la rentabilité de la culture à l'hectare et le rendement de la culture à l'hectare. Le poivre, pareil, ça entre en production au bout de 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, tu commences à produire. Et c'est une culture qui peut entrer comme ça, qui peut produire pendant plus de 80 ans. Pareil, lorsque tu récoltes la gousse de poivre, c'est le même pied qui te donne le poivre vert, le poivre noir et le poivre blanc. La même liane. Et c'est à différentes étapes de maturation. Et tu vois que la transformation ici est naturelle. Ça ne demande pas de la mécanisation, ça ne demande pas des produits chimiques, c'est naturel. Donc il n'y a pas de dépenses. Et lorsque c'est transformé et séché, le produit, le poivre pressé comme ça peut être conservé pendant 5 ans. Tu vois que là-dessus, tu n'as pas, avec le producteur n'a pas de stress au niveau de la commercialisation. Le producteur ne va pas dire que ah, mon produit va pourrir. Ah non, mon produit, que si on n'achète pas ça rapidement, là, je vais perdre. Non, tu peux garder ça pendant 5 ans. Ça ne perd pas de la valeur, ça ne perd pas ses arômes. Tout au contraire, ça se bonifie parce que plus le temps passe, plus le prix est élevé. Parce que lorsque tu l'as récolté, tu peux vendre beau champ à 7 000. Même des fois à 8 000, ça dépend de la rareté. Maintenant, si tu veux encore gagner plus, tu fais comme je suis en train de faire. Aller créer la marque. Tu vois, lorsque tu commences à vouloir créer la marque, tu vois, c'est la plus-value que tu ajoutes.
Créer la marque, ça va te demander que de travailler ton branding, travailler ta marque, connaître ton produit, communiquer sur ton produit, faire du marketing, savoir vendre, connaître ton terroir, parler de ton produit, chercher le packaging, emballer dès que sur un bon packaging et mettre un prix. Et cette fois, tu peux coller le prix, même à 30 000 francs, le kilo de ton kilo de poivre. Tu peux vendre soit par kilo, tu peux vendre soit par grammage de 100 grammes, donc tu peux vendre à 30 000. Tu peux encore aller encore plus loin. Quand je dis 30 000, c'est dans ton pays. Tu peux monter encore un cran plus haut, comme je suis en train de faire. Tu dis que tu viens vendre en Occident. Et cette fois-ci en Occident, tu peux vendre le kilo à 100 euros, soit 200 euros, soit 300, soit 400, dépendamment de comment tu marketes ton produit, dépendamment de comment tu vas vendre, tu vas, je vais dire, communiquer sur ton produit, dépendamment de à qui tu veux vendre le produit. Tu vois le travail que je suis en train de faire? Tu vois le boulot que depuis 5 ans, le partage que je fais, je communique, j'ouvre ma ferme, je te montre comment que ça se passe, je partage avec toi, je te montre la traçabilité. Et encore, le poivre que nous produisons au Cameroun, c'est un poivre qui est labellisé, c'est un poivre qui est IGP, Indication Géographique Protégée, donc ça augmente encore la plus-value. Tous les grands cuisiniers, tous les grands chefs étoilés du monde connaissent le poivre du Cameroun comme l'un des meilleurs poivres, parce qu'ils ont fait des tests à l'aveugle. Le poivre du Cameroun est sorti du lot. Il n'y a pas que le Cameroun qui produit le poivre au monde. Hein. Tu as le Cambodge, tu as le Brésil, tu as l'Inde, tu as le Vietnam. Mais lorsqu'on tu as Madagascar, lorsqu'on fait le poivre, on fait le test à l'aveugle, c'est le poivre du Cameroun qui sort du lot, le poivre de Pédia. Donc tu vois, c'est ça qui augmente la plus-value. En plus de ça, c'est que c'est le savoir-faire des hommes et des femmes, notre savoir-faire depuis les années 1950. C'est notre terroir qui profère les qualités organoleptiques. Donc tu vois par curiosité, c'est vers là que tu dois aller. Quand tu me mets un hectare comme ça, c'est une richesse à vie. Nous sommes moins de 1000 à produire le poivre au Cameroun. Pour une population de 30 000. Tu vois, c'est ça qui ajoute la plus-value. C'est ça qui ajoute la plus-value. Donc, quand tu viens encore vendre, c'est comme ça que tu peux faire en sorte que ta ferme soit profitable. Tu communiques. On ne peut pas savoir que tu produis le poivre peut-être que si tu te caches au quartier ou au village. Je fais cet effort de venir communiquer, de venir partager avec toi, de partager la valeur. Je te donne déjà alors que je ne suis pas en train de vendre. Je te permets aussi à devenir riche. Je te permets aussi non seulement de consommer, de pouvoir vendre. Quand l'occasion viendra, je permettrai aux fidèles abonnés de pouvoir aussi vendre soit ma marque ou de vendre les produits à leur marque. Je t'offre l'opportunité toi-même d'être producteur au travers des formations que j'ai mises, qui sont là disponibles. Regarde sous la barre de description de cette vidéo. Si tu veux produire le poivre, tu veux produire le njangsan, tu veux produire le bitakola, je t'offre l'opportunité. C'est comme ça, c'est des stratégies gagnantes, des stratégies des visionnaires, des stratégies des 1% des seigneurs de la terre. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour que ma ferme soit profitable? Tu as vu que je n'ai pas fait de la monoculture. Je suis en train de diversifier. Je ne te parle de du poivre. Je te parle du panier à huile. Pareil aussi, nous sommes en train de produire le njangsan. Le njangsan qui est une épice aussi hautement rentable. Un sac de njangsan, c'est dans les 350 à 400 000 francs CFA. Donc tu imagines si tu mets comme ça un hectare, un verger d'un hectare, tu es mort d'argent. Je te parle de bitakola. Un sac de bitakola, c'est dans les 400 à 500 000. Tu me mets un verger de bitakola, tu es mort d'argent. Je te parle de cola combinata. Donc c'est de diversifier. Si tu as 5 hectares, tu as 10 hectares, tu as 20 hectares, diversifie. J'ai partagé ici avec toi. Si tu as comment produire, comment gagner 200 000 francs, 200 000 euros sur 2 hectares. Comment gagner 300 000 euros sur 5 hectares. Si tu as 5 hectares, diversifie-moi les cultures. C'est comme ça que tu vas faire pour pouvoir être rentable. La monoculture ne peut pas te permettre d'être rentable. Pour les raisons que j'ai expliquées ici, réchauffement climatique, tu peux tout perdre. Pour les raisons que j'ai expliquées ici, le coût de production et le choix, c'est-à-dire que des cultures. Lorsque tu vas sur les cultures, c'est quoi là? Céréalières, maïs, soja, colza, tournesol, blé, on n'a pas le contrôle dessus. Le prix n'est pas fixé par nous. Le prix est fixé par l'Occident, par la bourse.
et comprendre que ces cultures-là sont des cultures spéculatives aujourd'hui. C'est au niveau de la bourse. Même les Occidentaux qui font la monoculture ici sur 100 hectares, sur 200 hectares, sur 1000 hectares ne s'en sortent pas. Parce que le coût de production est énorme. La mécanisation, la chimie, le pétrole, c'est énorme. Ils ne s'en sortent pas. Ils ont du mal. Alors que stratégiquement, si tu vois que sur une superficie de 5 hectares, 10 hectares, 20 hectares, et que tu appliques la stratégie que j'ai partagée avec toi, la ferme intégrée, où là-dedans, tu peux ajouter même un secteur élevage. Ta ferme est profitable. Le but ici, c'est de travailler à hauteur d'homme, à échelle d'homme. Mais de gagner la connaissance, de se former, de ne pas aller faire l'agriculture comme un hobby, comme un passe-temps. L'agriculture, c'est un secteur qui est hautement rentable. C'est un secteur qui dépasse tous vos corps de métier. C'est un secteur qui te permet de brasser des millions, des centaines de millions, voire des milliards. Ça dépasse ton cadre d'emploi. Donc, prends ça en considération, forme-toi, ne lésine pas sur la formation. Ne viens pas dire que non, la formation, que non, je n'aime. Forme-toi, sois curieux. Entoure-toi des experts, entoure-toi des personnes qui ont la connaissance, entoure-toi des personnes qui ont le résultat. Et lance-toi. C'est comme ça que tu pourras avoir une ferme profitable. Et une ferme dans laquelle tu ne travailles pas trop dur. Parce que tu vois, le système que je t'ai expliqué, s'il n'y a pas trop de mécanisation, ou même quand il y a la mécanisation, tu peux amortir ton coût de production. Tu peux amortir ton coût de production. Et sur un laps de temps. Or qu'ici en Occident, il s'endette sur plus de 30 ans, il n'arrive pas à sortir. Or le système que je viens de te partager, en moins de 2 ans, tu peux amortir ton coût de production. Voilà comment tu peux lancer une ferme profitable dans laquelle tu ne travailles pas dur et tu brasses l'argent. Donc voilà ce que je voulais partager. Si ce partage t'a plu et si tu as tiré de la valeur, mets le pouce, abonne-toi, partage massivement autour de toi afin qu'on puisse comme ça être plusieurs à bénéficier de ces informations. Comme je t'ai dit, tu regardes sous la barre de description de cette vidéo. Quand il dit barre de description, c'est la barre des commentaires. Prends la formation qui t'intéresse, rejoins-moi de côté afin qu'on puisse bâtir ton empire agricole pas à pas. J'attends ton avis dans les commentaires aussi. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!